La nuit tombait sur les collines de la Martinique comme un linceul noir. Le vent, d'ordinaire doux et chargé de sel, avait ce soir-là une lourdeur étrange, presque métallique. Au loin, la mer se taisait, même les vagues semblaient retenir leur souffle. Et dans cette immobilité surnaturelle, la plantation Saint-Jacques, domaine sucrier perdu entre la montagne Pelée et la côte du Carbet, paraissait attendre quelque chose d'inévitable. Les champs de canne, étendus à perte de vue, frémissaient à peine. Entre leurs tiges tranchantes, la sueur, le sang et la rancune avaient coulé pendant des décennies. Ici, l'esclavage avait été aboli depuis plus de 20 ans, du moins selon les papiers. Mais les chaînes, elles, n'étaient jamais parties. Elles s'étaient simplement fondues dans les salaires dérisoires, dans la peur, dans la faim, dans la mémoire. Le maître du domaine, Charles Duprat, un homme au visage taillé dans la pierre, croyait que rien n'avait changé. Il appelait ses ouvriers citoyens, mais leur parlait encore comme à des bêtes. Sous ses ordres, 4 contremaîtres, Lambert, Roux, Moreau et Félix, imposaient la loi du fouet. Il disait qu'il maintenait l'ordre, mais l'ordre, ici, signifiait la terreur. Chaque matin, les cris d'un homme puni résonnaient entre les collines. Chaque soir, les flammes des fours à sucre éclairaient les visages fatigués de ceux qui rêvaient d'autre chose, d'un seul instant de revanche. Dans la case numéro 12, au fond de la plantation, un homme au torse nu aiguisait lentement une lame de canne. Il s'appelait Mathieu Delord, un ancien esclave né sur le domaine même. On disait qu'il avait vu son père mourir sous le fouet de Moreau. Depuis, il ne parlait presque plus. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, ni rage, ni tristesse, mais quelque chose de plus profond, une patience qui frôle la folie. Autour de lui, 3 autres hommes écoutaient le bruit régulier de la lame sur la pierre. Jonas, son cousin, large d'épaules, à la cicatrice traversant la joue, Pierre-Louis, le plus jeune, à la voix douce mais au regard fauve, et Benoît, un vieil homme à la peau marquée comme du cuir, respecté de tous. « Il va finir par te trancher la main », murmura Benoît. Mathieu leva les yeux. « Mieux vaut perdre une main que vivre sans honneur. » Un silence tomba. Dans ce silence, il y avait des années de douleurs retenues, d'humiliations avalées, de nuits sans sommeil. Jonas dit doucement « Le vent a tourné, cousin. »« Non, » répondit Mathieu, « ce n'est pas le vent, c'est nous. » Ce même soir, dans la maison principale, le contremaître Lambert finissait son verre de rhum. Assis à la grande table, il riait avec les 3 autres hommes, leurs visages rouges et brillants de sueur. Il parlait fort, comme pour dominer le silence de la nuit. « Tu as vu le regard de l'intendant noir aujourd'hui » dit Roux. « Il a osé me contredire. Il se croit libre depuis qu'on leur paie 3 sous, répondit Moreau. « Moi, je leur dis toujours la même chose, ajouta Félix avec un ricanement. Le soleil brille pour les maîtres. L'ombre, c'est pour vous. » Les 4 éclatèrent de rire. Lambert frappa du poing sur la table. « Qu'il travaille ou qu'il crève, ça m'est égal. Ce domaine m'appartient autant qu'à Duprat. Sans nous, il serait déjà ruiné. » Dans un coin, une jeune servante noire, Adèle, servait le rhum sans un mot. Elle tremblait légèrement. Lambert, en remarquant son geste, posa sa main sur son bras. « Tu trembles, ma fille. Tu crois que je vais te manger ?» Il rit, dévoilant ses dents jaunies. « Non, pas ce soir. Mais demain, qui sait ?» Adèle retira son bras lentement, le regard vide. Elle savait que demain, peut-être, elle serait appelée dans sa chambre, comme les autres. Et pendant que les rires montaient, dehors, dans la chaleur moite, le vent portait une autre voix, celle des champs, celle des hommes qui ne riaient plus depuis longtemps. Plus tard dans la nuit, Mathieu quitta la case. Il marcha pieds nus sur la terre humide, la machette dans la main. Le ciel était lourd, sans lune. Chaque bruit, un cri d'oiseau, le claquement d'une feuille, résonnait comme une menace. Mais il ne ralentit pas. Arrivé près du grand manguier, il s'arrêta et leva les yeux vers les étoiles. « Père, murmura-t-il, je ne veux pas de ton pardon, seulement ta force. » Jonas le rejoignit, essoufflé. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Mathieu hocha la tête. « On ne tue pas pour se venger, Jonas. On tue pour respirer. »
Alors, ils se séparèrent dans la nuit. Vers minuit, un tambour invisible commença à battre d'abord lentement, puis plus fort. 1, 2, 3, c'était le signal. 47 hommes et femmes sortirent de leurs cases. Leurs silhouettes se glissèrent entre les cannes, silencieuses comme des ombres. Dans leurs mains, des machettes, des pierres, des torches. Dans leur cœur, la peur et la liberté mêlées. Le vent s'éleva. Les chiens se mirent à aboyer, affolés. Et au loin, les premières lumières tremblèrent dans la maison des contremaîtres. Personne ne dormit cette nuit-là, parce que le jour suivant, il n'y aurait plus de maître, seulement le vent et le sang. Le 3 juillet 1876, la nuit où tout bascula. Les habitants de Saint-Pierre se souviendraient longtemps du vent de cette nuit-là. Un vent chaud, chargé de cendres et de sel. Un vent qui semblait venir non pas de la mer, mais du ventre même de la terre. On disait qu'il portait les voix des morts, ceux qui avaient été réduits au silence depuis des siècles, et à la plantation Saint-Jacques, ce vent soufflait comme une prière devenue cri. Il était minuit passé. Les tambours avaient commencé, d'abord au loin, comme des battements de cœur à peine audibles. Puis, peu à peu, ils s'étaient rapprochés, rythmant l'air, plus rapide, plus profond, jusqu'à ce que chaque son résonne dans la poitrine de ceux qui dormaient encore. Mais personne ne dormait vraiment, pas cette nuit-là. Dans la case numéro 12, Mathieu se tenait debout, immobile, la machette dans la main. Devant lui, les autres attendaient. Jonas, Pierre-Louis, Benoît, Adèle et des dizaines d'autres. Leurs visages brillaient de sueur et de peur, mais dans leurs yeux, il y avait une lumière nouvelle, presque surnaturelle. La lumière de ceux qui n'ont plus rien à perdre. « C'est l'heure », murmura Mathieu. Un silence répondit. « Plus jamais ils ne nous fouetteront. Plus jamais, » répéta Jonas, serrant les dents. Alors Mathieu leva la lame. Un éclat de lune glissa sur le métal. « Pour nos morts. » Les voix répétèrent à l'unisson. « Pour nos morts. » Dans la maison principale, le contremaître Lambert ronflait dans son lit, une bouteille de rhum vide à la main. Sur la table de chevet, une montre d'argent indiquait minuit 50. À cet instant précis, le vent s'engouffra dans la chambre, faisant claquer les volets. Lambert sursauta, grognant. Qu'est-ce que... Il n'eut pas le temps de finir. La porte vola en éclats. 4 silhouettes apparurent dans l'ombre, torches à la main. Le premier coup de machette s'abattit sur le lit, tranchant la moustiquaire et la chair. Lambert hurla, tenta d'attraper son pistolet, mais une main l'arracha de sa portée. Jonas s'approcha, le souffle court. « Tu te souviens de moi ?»« Non, pitié. »« Tu te souviens du père de Mathieu ?» Lambert n'eut pas le temps de répondre. Le second coup fut silencieux. Le sang éclaboussa les draps, la lampe, le portrait du maître Duprat accroché au mur. En bas, les chiens aboyaient. Roux, le deuxième contremaître, sortit sur la galerie, torche en main. « Qui est là ?» hurla-t-il. Une flèche improvisée siffla dans l'air et se planta dans sa poitrine. Il chancela, tomba en avant, le feu de sa torche roulant sur le plancher. Le bois s'enflamma aussitôt. La maison commençait à brûler. Dans la cour, les esclaves affranchis s'étaient rassemblés. Les femmes portaient des seaux de pétrole, les hommes des outils transformés en armes. Benoît levait la main comme un vieux prêtre devant un autel. Que le feu nettoie ce qu'ils ont souillé. Les cases les plus proches furent ouvertes de force. Certains travailleurs hésitaient encore, terrifiés. Une femme cria « Si on fait ça, ils tueront nos enfants. » Adèle lui répondit « Ils les tuent déjà, mais lentement. » Les tambours résonnaient toujours, plus rapides, plus furieux. Ils semblaient battre en rythme avec les flammes qui léchaient les murs du manoir. Le ciel entier se teintait d'orange. Moreau, le troisième contremaître, tenta de fuir par les champs. Il courut à travers les cannes, mais les silhouettes le suivaient. Il tomba dans la boue, essaya de ramper. Une voix derrière lui dit calmement « Combien d'hommes as-tu laissé mourir ici ?»« Je ne sais pas. Nous, si. » Et le dernier cri de Moreau se perdit dans le vent. Pendant ce temps, Félix, le plus jeune des contremaîtres, s'était barricadé dans la distillerie. Il tremblait, une arme à la main. Le bruit du feu arrivait jusqu'à lui. Les tambours, les cris, les chants.
Il entendit la porte céder. Une dizaine d'hommes entrèrent, leurs visages noircis de suie. Parmi eux, Pierre-Louis. Le jeune homme s'avança lentement. « Tu vois, ce n'est pas toi qu'on vient tuer. C'est ta mémoire. » Félix tira, la balle frôla son visage. Le coup suivant fut sans pitié. Le rhum se renversa, coulant sur le sol. Une torche tomba, et la distillerie prit feu, dans un rugissement de flammes et d'alcool. Les explosions secouèrent toute la vallée. Le vent porta la fumée jusqu'à Saint-Pierre. Certains marins crurent à une éruption, mais ce n'était pas un volcan, c'était une vengeance. Vers 3 heures du matin, la plantation entière brûlait. Les flammes avalaient les maisons, les hangars, les machines. Les cris se mêlaient aux chants. Des voix entonnaient un vieux cantique créole. « Nous c'était chêne, nous c'est diffé, c'est men melaté qui commandait. Nous étions chêne, nous sommes feu. C'est la terre elle-même qui se venge. » Sur la colline, Mathieu se tenait seul, observant le brasier. Le vent lui fouettait le visage. Il respirait lentement, sans joie, sans haine. Jonas s'approcha, couvert de suie. « C'est fini. » Mathieu secoua la tête. « Non, ce n'est jamais fini. » Derrière eux, la chapelle brûlait à son tour. La cloche fondit dans les flammes. Et quand le soleil se leva, il ne restait plus rien de la plantation Saint-Jacques, sinon le silence et le vent. Mais ce vent, cette fois, n'était plus un souffle. C'était une voix d'hommes et de femmes qui avaient attendu toute une vie pour parler. Et elle murmurait au-dessus des cendres. Le sang s'efface, mais la mémoire brûle encore. Le soleil se leva sur un monde méconnaissable. L'aube avait ce jour-là une couleur étrange, ni rose ni or, mais grise, presque cendrée. Le vent portait encore l'odeur du sucre brûlé, du sang caillé et du bois mouillé. Et là où s'élevait jadis la plantation Saint-Jacques, il ne restait plus que des ruines fumantes, des poutres calcinées, et la silhouette penchée d'un manguier dont les feuilles avaient été noircies par le feu. Les oiseaux s'étaient tus. Même la mer, au loin, semblait s'être retirée plus loin du rivage, comme si elle refusait de voir ce que les hommes avaient fait. La terre elle-même paraissait épuisée. Au centre de la cour, sous un ciel bas, Mathieu Delorme marchait lentement entre les décombres. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la cendre. Le vent jouait avec les lambeaux de tissu, les restes des papiers du maître, les chaînes rouillées arrachées des murs. Chaque pas soulevait un petit nuage gris qui lui collait à la peau comme la trace d'un serment. Autour de lui, des silhouettes errantes fouillaient en silence. Des femmes, des enfants, des hommes hagards. Certains cherchaient les leurs parmi les morts. D'autres ramassaient de quoi se couvrir ou manger. Personne ne parlait. Leurs yeux disaient tout, la peur, le soulagement et une stupeur impossible à nommer. Jonas s'approcha de Mathieu, les bras couverts de suie. « Il n'en reste rien, dit-il d'une voix rauque. »« Si, répondit Mathieu, il reste nous. » Ils restèrent là, sans bouger. Autour d'eux, la plantation n'était plus qu'un cimetière. Le sol était chaud encore, craquelé par la chaleur. Les carcasses des contremaîtres avaient disparu dans les flammes, mais on voyait leurs ombres dessinées sur les murs comme des silhouettes gravées dans la pierre par la colère du feu. À Saint-Pierre, le grondement des explosions avait réveillé la ville bien avant l'aube. Les habitants étaient sortis sur les quais, observant au loin la lueur rouge qui montait de la montagne. Certains avaient cru à l'éruption de la Pelée. D'autres avaient compris. « C'est la Saint-Jacques » avait murmuré un vieil homme. « Le feu vient du nord. » Le gouverneur Lucien de Périgord, un aristocrate rigide au visage blême, avait reçu la nouvelle au petit matin. Un cavalier couvert de poussière s'était présenté devant la caserne. « Monsieur le gouverneur, la plantation Saint-Jacques est détruite. Les contremaîtres sont morts. Les travailleurs se sont soulevés. » Le gouverneur avait blêmi. Il avait posé sa tasse de café, tremblant. « Combien de morts ? On dit 47. Et combien de survivants ? Trop, monsieur. » Il avait claqué la main sur la table. « Envoyez la troupe. Pas un seul ne doit vivre. » À la même heure, sur les collines, les survivants de la révolte enterraient leurs morts à la hâte. Sous le grand manguier, Benoît creusait la terre de ses mains. Adèle pleurait en silence.
tenant contre elle le corps sans vie d'une enfant de 10 ans, brûlé par le feu. « On voulait la liberté, dit-elle à Mathieu. « Et on l'a payée, répondit-il. Mais au fond, il savait que la liberté n'existait pas encore. Pas tant que les soldats marcheraient dans leur direction. Le bruit des sabots arriva avant midi. Des centaines d'hommes armés, en uniforme bleu, descendirent la route poussiéreuse. Leur chef, un capitaine moustachu, cria « Par ordre du gouverneur, rendez-vous immédiatement !» Personne ne bougea. « Si vous résistez, vous serez exécutés. » Mathieu se redressa, tenant sa machette couverte de sang séché. « On est déjà mort, » dit-il simplement. Le capitaine leva le bras, et le bruit des fusils déchira le silence du matin. Ce fut un massacre. Les soldats tirèrent sans discernement. Les femmes, les enfants, les vieillards, tous tombaient sous les balles. Les flammes, encore fumantes, se mêlaient à la poudre. Le sang imbiba la cendre, formant une boue rougeâtre. Jonas s'effondra le premier, touché au ventre. Il tenta de se relever, la main sur sa plaie, mais Mathieu le rattrapa. « Laisse, » murmura Jonas. « Non, tiens bon. Regarde, regarde le ciel, frère. Il est enfin libre. » Et il mourut en souriant. Benoît reçut une balle dans la poitrine. Adèle fut abattue en courant vers la chapelle. Le feu reprit de plus belle. Quand tout fut fini, il ne resta plus qu'une dizaine de survivants, accroupis, les mains sur la tête. Mathieu, couvert de sang, fut capturé à son tour. Les soldats l'entourèrent. Le capitaine s'approcha. « C'est toi, le chef ?» Mathieu le regarda dans les yeux. Il n'y avait pas de chef, seulement des morts qui parlaient à travers nous. Le capitaine leva son sabre. « Alors rejoins-les. » Le coup partit, sec, net. La tête tomba dans la poussière. À Saint-Pierre, 3 jours plus tard, le gouverneur déclara dans un communiqué officiel « Les troubles de la plantation Saint-Jacques ont été réprimés avec succès. Les coupables ont été punis. L'ordre et la morale sont rétablis. » L'ordre, la morale. Des mots qui sonnaient creux au-dessus des tombes encore chaudes. Mais la nuit suivante, alors que la ville s'endormait, le vent se leva sur les ruines du nord. Il souffla si fort qu'on crut entendre, au milieu du sifflement des branches, des voix lointaines, des voix d'hommes et de femmes, chantant doucement dans la langue du créole ancien « C'est pas d'ifé qui qu'a brûlé, c'est la vérité qui qu'arrivée. » Ce n'est pas le feu qui brûle, c'est la vérité qui revient. Et ceux qui écoutèrent jurèrent que le vent cette nuit-là avait le goût du sucre et du sang. Le 7 juillet 1876, la chaleur était étouffante sur Saint-Pierre. L'air sentait la poudre et le rhum renversé. Dans les rues, les habitants parlaient à voix basse, la peur collée à la peau comme la moiteur des tropiques. La rumeur s'était répandue plus vite que le vent, la plantation Saint-Jacques n'existait plus. 47 travailleurs tués, 4 contremaîtres massacrés et un feu visible depuis la mer. Le gouverneur Lucien de Périgord, l'homme que Paris décrivait comme le pilier de la civilisation française aux Antilles, voyait sa gloire se transformer en cendres. Dans son bureau du palais colonial, il tournait en rond. Sa chemise, trempée de sueur, collait à son dos. Devant lui, sur le bureau, une carte de la Martinique couverte de taches rouges, les soulèvements passés, les révoltes écrasées, les noms qu'il avait promis d'effacer. Mais celui de Saint-Jacques, malgré les ordres, refusait de disparaître. Il abattit son poing sur la table. « Je veux que cette affaire soit enterrée. Définitivement. » Son secrétaire, un jeune homme nerveux, baissa la tête. « Monsieur le gouverneur, les journaux réclament des détails. Alors inventez-les, faites-en des bêtes, des sauvages. » Il se tourna vers la fenêtre, regardant la mer briller sous le soleil. Ce qui s'est passé là-bas ne doit pas devenir un symbole. Mais c'était déjà trop tard. Dans les tavernes du port, on chantait à voix basse une complainte nouvelle, 4 mètres pour 40 esclaves, la nuit à juger sans prêtre ni clave. Le peuple murmurait que le vent portait encore les cris du massacre. Et le vent, ce soir-là, soufflait plus fort que jamais. À la caserne, les survivants du soulèvement attendaient leur jugement. Ils étaient 12.
12 hommes au visage marqué de brûlures, d'écorchures, de poussière et de fierté. Ils n'avaient plus de chaînes, mais leurs poignets portaient encore les marques anciennes. Le capitaine Lestrade, celui qui avait conduit le massacre, les observait depuis la porte. « Regarde-les, » dit un soldat. « Ils ne baissent même pas les yeux. »« Parce qu'ils croient qu'ils ont gagné, » répondit Lestrade. « Et s'ils avaient raison, tais-toi. » Le procès fut expédié. Aucune défense, aucune pitié. Le gouverneur voulait une punition exemplaire. Le tribunal colonial, composé de 3 juges blancs, rendit son verdict en moins d'1 heure. Pour révolte armée, meurtre et incendie volontaire, les accusés sont condamnés à mort. La sentence sera exécutée publiquement, afin de rappeler à tous la grandeur de la loi et la clémence de la République. Clémence, un mot craché comme une insulte. Le 12 juillet, au petit matin, la place du marché de Saint-Pierre était noire de monde. Les enfants montaient sur les tonneaux pour mieux voir. Les femmes, silencieuses, tenaient leurs chapeaux contre le vent. 12 potences avaient été dressées, alignées face à la mer. Derrière elles, un drapeau tricolore claquait dans la brise. Le gouverneur arriva, entouré de ses officiers. Sa canne d'argent frappait les pavés à chaque pas. Il monta sur l'estrade et déclara d'une voix solennelle que ceci serve de leçon à tous ceux qui oublient que la liberté ne signifie pas l'anarchie. Il fit un signe. Les tambours militaires battirent lentement. Les 12 hommes furent conduits devant la foule. Parmi eux, Mathieu Delord, toujours debout malgré les coups, les poignets bandés de sang séché. Le capitaine Lestrade, étonné, s'approcha du bourreau. « Je croyais qu'il était mort sur place. »« Non, mon capitaine, il a survécu pour être pendu. » Quand on lui demanda ces derniers mots, Mathieu leva la tête vers le gouverneur. Ses yeux, calmes, fixaient les siens. « Vous avez tué nos corps, » dit-il lentement. « Mais le vent, vous ne l'attraperez jamais. » Le gouverneur détourna le regard. Les cordes furent passées. Les tambours se turent. Puis d'un seul geste, les trappes s'ouvrirent. Le craquement des cordes couvrit les cris de la foule. Le vent souffla plus fort, rabattant les drapeaux et les chapeaux. Une pluie fine tomba soudain, comme si le ciel refusait d'être témoin. Les jours suivants, les journaux publièrent des articles triomphants. Révolte noire, réprimée avec courage. Le gouverneur restaure la paix et la dignité coloniale. Mais dans les campagnes, dans les bourgs et les ports, d'autres versions circulaient. Clandestines, chantées, murmurées. Les pêcheurs disaient qu'à chaque marée, les corps des pendus revenaient de flotter sous la jetée, les yeux ouverts, fixant la ville. Les enfants racontaient que les nuits de grand vent, on entendait encore les tambours battre sous la terre. Et les femmes, en lavant leur linge au bord des rivières, chuchotaient « Ils sont morts, mais ils n'ont pas perdu ». 1 mois plus tard, un messager venu de Paris remit au gouverneur une lettre scellée. Sa Majesté le Président de la République exprime sa déception quant aux événements récents. L'Assemblée demande des explications sur la brutalité de la répression. Lucien de Périgord resta seul un long moment, la lettre dans la main tremblante. Dehors, le vent hurlait contre les volets du palais. Il murmura, pour lui seul. « Vous les avez entendus, vous aussi, n'est-ce pas ?» Il regarda la mer. Et certains dirent qu'il ne dormit plus jamais après cette nuit-là. L'île reprit peu à peu son rythme. Les marchés rouvrirent, les navires repartirent, le sucre revint dans les entrepôts. Mais rien ne fut plus jamais comme avant. La Martinique avait vu le feu, et le feu ne s'éteint jamais vraiment. Chaque fois que le vent soufflait du nord, les habitants de Saint-Pierre fermaient leurs fenêtres. Car dans ce vent-là, disait-il, il y avait des voix qui chantaient sans mots, des voix de colère et de paix mêlées, et les plus vieux murmuraient encore « le sang s'efface ». Mais le vent, lui, ne pardonne jamais. Septembre 1876. 2 mois s'étaient écoulés depuis la pendaison des 12 insurgés de la plantation Saint-Jacques. La Martinique semblait à nouveau calme, trop calme. Mais ce calme n'était qu'une façade, une plaie couverte de cendres. Sous la surface, les langues murmuraient, les chants reprenaient, les regards se détournaient lorsque passait un officier. On disait que le vent du nord, celui qui descendait de la montagne,
portait encore l'odeur du rhum brûlé et du sang séché. Et dans le palais colonial de Saint-Pierre, le gouverneur Lucien de Périgord ne dormait plus. Il tournait en rond dans son bureau comme un homme assiégé par ses propres murs. Les nuits, il rêvait des potences, des yeux ouverts des pendus, du regard de Mathieu Delorme avant la chute. Et toujours, ce murmure dans sa tête, « Le vent, vous ne l'attraperez jamais ». Il avait ordonné que l'on enterre les corps loin de la ville, sans croix ni nom. Mais les pêcheurs disaient qu'ils revenaient. Chaque matin, un cadavre réapparaissait sur la plage, rejeté par la mer. On les enterrait encore, plus loin, plus profondément. Ils revenaient toujours. La mer, comme le vent, refusait d'obéir. Le 3 octobre, un navire arriva de France, le Bélier, transportant à son bord un homme envoyé directement par Paris. Un journaliste, son nom, Victor Dumont, rédacteur au Courrier républicain. Il portait un chapeau clair, un carnet de cuir et un regard trop attentif pour son propre bien. Dès son arrivée, il demanda à voir le gouverneur. « Monsieur de Périgord, je viens sur ordre du ministère de la Marine et des colonies. »« Paris n'a rien à voir avec nos affaires locales, » répondit sèchement le gouverneur. « Peut-être, mais Paris paie les salaires de vos soldats. » Silence. Le gouverneur soupira, fit signe à un domestique. « Apportez du rhum. » Victor Dumont sortit d'un papier de sa poche. Un ordre officiel. Mission d'observation. Vérifier les causes exactes de la révolte dite du vent rouge et évaluer la conduite des autorités coloniales. Le gouverneur pâlit. Du vent rouge? Qui a inventé ce nom? Ce sont vos habitants, répondit le journaliste. Ils disent que la nuit du massacre, le vent soufflait rouge comme le sang. Les jours suivants, Victor Dumont parcourut l'île. Il visita les ruines de la plantation, les champs, la distillerie, les restes de la chapelle. Tout n'était plus que silence et cendres. Sous ses bottes, la terre craquait comme des os. Un vieil homme du village l'accompagna, marchant lentement, un bâton à la main. « Ils ont brûlé la maison, dit-il, mais pas la mémoire. Et vous, vous avez vu? » « Non, répondit-il, mais j'ai entendu. » Le vent racontait. Victor nota chaque mot. Il interrogea des témoins, des femmes, des pêcheurs, des enfants. Partout, la même histoire revenait. Les contremaîtres étaient des monstres. Les ouvriers vivaient encore comme des esclaves. Le colonel Duprat avait fermé les yeux, et le vent, un soir, avait décidé de rendre la justice à la place des hommes. Mais dans les registres officiels, rien de tout cela n'existait. Les documents portaient des signatures identiques, des phrases copiées, révolte d'ouvriers ivres, sans cause ni motivation politique. Incident maîtrisé par la bravoure du gouverneur. Victor ferma le dossier, écœuré. Ce n'est pas un rapport, c'est un mensonge cousu à la gloire d'un assassin. Une nuit, il retourna seul sur la colline de Saint-Jacques. La lune baignait les ruines d'une lumière blanche, presque irréelle. Le vent soufflait doucement, mais il portait des sons. Un tambour lointain, une flûte, des murmures en créole. Victor sentit son cœur battre plus vite. « Qui est là ?» lança-t-il. Personne. Et pourtant, une voix semblait lui répondre « N'écris pas pour eux, écris pour nous. » Il alluma une bougie, ouvrit son carnet et écrivit sans s'arrêter jusqu'à l'aube. Chaque mot semblait lui être dicté par la terre elle-même. Il raconta les humiliations, les punitions, les mariages forcés, la faim, les coups. Il raconta la révolte non comme un crime, mais comme une délivrance. Et au bas de la dernière page, il écrivit « Ce n'était pas un massacre, c'était la naissance du vent. » 3 jours plus tard, il présenta son rapport au gouverneur. Lucien de Périgord lut les premières lignes, puis s'arrêta net. Son visage se crispa. « Vous ne pouvez pas publier cela. »« Je dois. Vous ne comprenez pas. Si ces mots quittent l'île, tout s'effondre. L'ordre, la foi, la hiérarchie, tout. Alors que vaut un ordre fondé sur le mensonge ?» Le gouverneur resta un moment silencieux, le regard perdu dans le vide. Puis il prit le carnet de Victor et le jeta dans la cheminée.
Les flammes dévorèrent les pages, les phrases, les noms. Le journaliste recula, incrédule. « Vous êtes fou !»« Non !» murmura le gouverneur. « Je suis le gardien du silence. » Victor quitta la pièce sans un mot. Le lendemain, il embarqua pour la France. Mais avant de partir, il écrivit une copie du rapport, à la main, et la confia à une femme du port. « Si je ne reviens pas, dit-il, donnez ceci à celui qui saura écouter le vent. » Une semaine plus tard, son navire fit naufrage au large de la Guadeloupe. Aucun survivant. Le rapport disparut dans les flots. Mais le vent, lui, ne coula pas. Et chaque fois qu'une tempête se levait sur la Martinique, on disait qu'on entendait une voix, portée par la mer, murmurer les mots qu'on avait voulu brûler. Ce n'était pas un massacre, c'était la naissance du vent. Les années qui suivirent le massacre de la plantation Saint-Jacques furent comme un long enterrement sans fin. Rien n'avait été reconstruit, rien n'avait été pardonné. Mais tout devait être oublié. Tel était l'ordre du gouverneur, relayé par les prêtres, les gendarmes et les journaux. Le vent rouge n'a jamais soufflé. En apparence, la Martinique reprit sa vie. Les marchés regorgèrent à nouveau de sucre et de rhum. Les cloches sonnèrent à la messe. Les bateaux rentrèrent au port avec leurs voiles blanches et leurs cargaisons intactes. Mais dans les campagnes, sous le soleil qui brûlait les champs, une autre vie continuait, celle du silence et du souvenir interdit. Les survivants de Saint-Jacques furent dispersés, les uns envoyés à Fort-de-France, d'autres sur des îles voisines. On changea leur nom. On leur interdit de parler de leur mort. Certains acceptèrent, pour survivre. D'autres, la nuit, murmuraient encore leur nom dans le vent en regardant les collines calcinées. Dans une petite case de pêcheurs près du Carbet vivait Adèle, l'ancienne servante du domaine. Elle avait survécu en se taisant. On disait qu'elle parlait au vent plus qu'aux hommes. Chaque soir, elle plaçait sur le rebord de sa fenêtre un bol de rhum et quelques morceaux de canne à sucre brûlés. « Pour eux, murmurait-elle, pour les 47. Les enfants du village la craignaient, mais les mères leur disaient « Ne te moque pas d'elle, c'est le vent qu'elle nourrit. » Un soir, un orage éclata. Le tonnerre fit trembler les collines. Adèle, assise près de la porte, chanta à voix basse « Leven Cavini li capote mémoire, les diffé capassé li calés énom. » Quand le vent revient, il apporte la mémoire. Quand le feu passe, il laisse les noms. Et au matin, les habitants jurèrent avoir vu sur la colline des formes dansantes entre les brumes, 8 ombres, peut-être plus. Pendant 20 ans, le vent rouge resta un secret. Les enfants grandissaient sans qu'on leur raconte l'histoire. Mais à chaque cyclone, à chaque tempête, les anciens tremblaient. Ils disaient « Ne sifflez pas quand le vent monte, ce n'est pas le vent, ce sont eux. » Les prêtres interdisaient de prononcer le nom de Saint-Jacques. Le gouverneur suivant fit effacer les registres. Les cartes furent redessinées. La plantation n'existait plus, remplacée par une zone sauvage, improductive. Mais les marins, sur leurs journaux de bord, continuaient d'inscrire la mention « Vent rouge au nord, à éviter ». En 1884, une épidémie de fièvre jaune frappa Saint-Pierre. Les hôpitaux débordaient, les prêtres fuyaient les mourants. Dans les rues, on entendait les cloches des morts jour et nuit. Les médecins, désespérés, appelèrent les guérisseurs des collines. Parmi eux, un vieil homme à la barbe grise descendit de la montagne avec un panier d'herbes et de fioles. Il s'appelait Benoît, mais il avait pris un autre nom, le docteur du vent. Personne ne savait qu'il avait été un des insurgés de 1876. Il soigna sans rien demander, et quand la fièvre recula, il disparut de nouveau. Certains disaient qu'il n'avait jamais été là, que c'était le vent lui-même qui avait pris forme pour sauver les vivants. Les années suivantes, le mythe grandit. On disait qu'à chaque grand malheur, les esprits du vent rouge revenaient, pour prévenir, pour protéger, pour rappeler que la terre avait une mémoire, même si les hommes l'avaient trahie. En 1899, un jeune instituteur osa poser la question en classe. « Madame, pourquoi le vent souffle toujours plus fort au nord ?» L'institutrice blanchit. Elle ferma son livre, baissa la voix. « Parce que là-haut, il y a des morts qui n'ont jamais fermé les yeux.
Ce soir-là, l'enfant rentra chez lui et demanda à sa grand-mère. Elle lui répondit doucement. « C'est le vent du sang. Mais on ne doit plus en parler. » Pourquoi? Parce que les Blancs ont peur des choses qui reviennent. Le 8 mai 1902, la montagne Pelée entra en éruption. Saint-Pierre fut détruite en quelques minutes. Des milliers de morts. Le feu et la cendre engloutirent tout. Ce jour-là, le vent souffla du nord, exactement comme en 1876. Et certains survivants jurèrent avoir entendu, dans le rugissement du volcan, une mélodie ancienne, des tambours, une flûte et une phrase en créole, portée par la tempête. « C'est pas d'y fait qui qu'a brûlé, c'est l'histoire qui qu'a arrivé. » Ce n'est pas le feu qui brûle, c'est l'histoire qui revient. Depuis ce jour, plus personne n'osa douter. Le vent rouge n'était plus un souvenir. Il était devenu une force, une mémoire vivante, invisible, éternelle. Et les anciens disaient, en regardant la mer, « Quand le vent du nord se lève, baisse la tête. Ce n'est pas la colère du ciel, c'est la respiration des morts de Saint-Jacques. » Un siècle avait passé. La Martinique avait changé de visage, mais pas d'âme. Les voitures avaient remplacé les charrettes, les télégraphes et les tambours, mais le vent, lui, n'avait rien oublié. Dans les collines, il soufflait toujours avec la même voix, chaude, salée, imprévisible. Les anciens disaient encore « Quand le vent du nord se lève sans pluie, c'est qu'un mort cherche à parler. » Et en 1976, 100 ans jour pour jour après la nuit sanglante de Saint-Jacques, quelqu'un décida d'écouter. Il s'appelait Gabriel Montrose, professeur d'histoire à Fort-de-France, spécialiste des révoltes coloniales. La rumeur du vent rouge l'avait obsédé depuis l'enfance. Son grand-père lui en parlait parfois entre deux silences. Ce n'était pas une légende, petit. C'était un feu qu'on a voulu étouffer, mais qui brûle encore sous la terre. À 29 ans, Gabriel décida d'en faire un livre. Un livre que l'île ne pourrait plus ignorer. Il se rendit à Saint-Pierre, là où tout avait commencé. Les ruines de la ville, détruites par la montagne Pelée, gisaient encore comme des cicatrices ouvertes. Mais au-delà des pierres, dans la direction du nord, les habitants l'avertirent. « N'allez pas plus loin. Là-bas, c'est le territoire du vent. » « Je cherche juste la vérité, » répondit Gabriel. « Le vent, lui, ne cherche jamais. Il prend. » Le sentier qui menait aux anciennes terres de la plantation Saint-Jacques n'existait plus. Seuls quelques arbres tordus, des racines épaisses et des vestiges de murs ensevelis par la végétation témoignaient qu'un monde avait vécu ici. Le soleil déclinait, et déjà, le vent s'était levé. Chaud, vibrant, comme s'il l'accompagnait. Gabriel marcha longtemps, prenant des photos, notant les moindres traces, un morceau de tuile, une cloche brisée, un os humain poli par le temps. Et soudain, il tomba sur une pierre gravée, à moitié enfouie sous la mousse. Il se pencha, nettoya la surface et lut les mots presque effacés. « Le sang s'efface, mais le vent demeure. » Un frisson le traversa. Il connaissait cette phrase. Elle apparaissait dans un vieux carnet trouvé dans les archives coloniales, sans signature. La légende disait qu'elle avait été écrite par un journaliste mort en mer en 1876, Victor Dumont. Gabriel resta immobile longtemps, écoutant. Le vent s'était mis à souffler plus fort, et dans ce souffle, il crut entendre un tambour, lointain, lent, régulier, un rythme de cœur. Le soir même, il retourna à son hôtel et ouvrit son carnet. Il écrivit « Je crois que le vent parle, non pas par superstition, mais par mémoire. Les morts de Saint-Jacques n'ont jamais eu de tombe. Leur voix s'est mêlée à l'air. C'est pourquoi, ici, chaque rafale raconte. » Les jours suivants, il interrogea les habitants. Les anciens refusaient d'en parler. Les jeunes riaient. Mais une femme, très âgée, accepta de le recevoir. Elle s'appelait Thérèse Sylvain. Ce nom fit tressaillir Gabriel. Sylvain, comme celui du fils de Rose et d'Étienne, deux des insurgés de 1876. Dans sa maison, l'air sentait la cannelle et le feu de bois. Elle portait un foulard blanc, ses yeux brillaient comme deux perles anciennes. « Vous venez pour eux, n'est-ce pas ?» dit-elle sans qu'il ait besoin d'expliquer.
Pour comprendre, répondit Gabrielle. Elle hocha la tête. Le vent ne se comprend pas, il se respecte. Elle lui raconta ce que ses aïeux avaient transmis. Les tambours, la nuit rouge, les pendaisons, la pluie, puis le silence. « Mais pourquoi ne rien avoir écrit ?» demanda-t-il. « Parce qu'ici, écrire, c'était mourir une seconde fois. » Alors on a chanté, et elle entonna d'une voix tremblante mais juste, un vieux refrain créole. « C'est pas dit fait qui qu'a brillé, c'est l'histoire qui qu'a arrivé. » Les mots vibraient dans la petite pièce. Gabrielle sentit le vent s'engouffrer par la fenêtre ouverte. La flamme d'une bougie vacilla puis s'éteignit. Cette nuit-là, il rêva. Il se voyait debout dans les champs de Cannes, sous un ciel rouge. Devant lui, 47 silhouettes, hommes et femmes, le regardaient en silence. Une d'entre elles s'avança, un homme grand, le torse nu, les yeux sombres. « Tu es venu pour nous écrire ?» demanda la voix. « Oui. » Alors, écris le vent, pas le sang. Le sang s'en va, le vent reste. Gabrielle se réveilla en sursaut. Le vent battait contre les volets. Il prit sa plume et écrivit toute la nuit. Les pages s'accumulaient, pleines de mots, de douleurs, de chants, d'histoires volées au silence. Quelques semaines plus tard, son livre parut à Paris, Le vent rouge, chronique d'un silence colonial. Il fit scandale. Les autorités françaises le traitèrent de menteur, d'agitateur de fantômes. Mais dans les îles, le livre circula sous le manteau recopié à la main, lu à voix haute le soir dans les cases. Les gens disaient « Enfin, quelqu'un a entendu le vent ». Et la nuit du 3 juillet 1976, exactement 100 ans après le massacre, un ouragan frappa la Martinique. Aucun météorologue ne l'avait prévu. Le vent s'abattit sur les côtes, hurlant comme 1000 tambours. Les habitants, terrifiés, se réfugièrent chez eux. Mais au matin, on découvrit quelque chose d'étrange. La colline de Saint-Jacques était intacte. Là où tout aurait dû être arraché, il ne restait qu'un silence paisible, un parfum de sucre et de pluie. Les anciens dirent « Le vent est venu voir son nom dans le livre ». Et satisfait, il est reparti. Depuis ce jour, à Saint-Pierre, une stèle a été dressée sur la colline. On peut y lire « Aux morts du vent rouge », à ceux qui ont brûlé pour respirer. Et chaque année, au mois de juillet, quand le vent se lève au nord, les enfants de l'école récitent la même phrase, apprise de leur maître, transmise par leurs grands-parents. « Le sang s'efface, mais le vent demeure. » Aujourd'hui, la colline de Saint-Jacques ne porte plus de chêne, ni de maison, ni de maître. Seulement le vent. Un vent chaud et vaste qui passe entre les herbes hautes, soulève la poussière rouge de la terre et caresse les ruines invisibles d'un monde qui n'existe plus. Les touristes qui visitent la Martinique passent sans savoir. Ils voient la mer, les palmiers, le soleil. Mais ceux qui s'arrêtent au sommet et ferment les yeux entendent autre chose, un battement sourd, un murmure, le cœur ancien d'un peuple que personne n'a pu faire taire. Les habitants du village disent qu'au crépuscule, le vent se met à chanter, un chant sans mots, fait de souffle, de frémissement, de silence. Les plus âgés reconnaissent les rythmes d'un tambour interdit. Ils s'asseyent alors devant leur porte et écoutent. Les enfants se cachent derrière eux, curieux et effrayés. Et quand la nuit tombe, le vent se glisse dans les maisons, passe entre les rideaux, s'installe dans les rêves. Chaque 3 juillet, les écoles ferment. On appelle cette journée la nuit du vent rouge. Les élèves allument des bougies au pied du manguier de Saint-Jacques. Les maîtres leur racontent l'histoire non pas comme une tragédie, mais comme une promesse tenue. Ils disent « Ils n'ont pas brûlé pour mourir, mais pour que l'air respire enfin ». Et pendant que la flamme vacille, une bourrasque vient presque toujours souffler, assez forte pour éteindre les bougies. Les enfants rient, mais les anciens savent, ce n'est pas le hasard. C'est la réponse du vent, la caresse des disparus. À Fort-de-France, le livre de Gabrielle Montrose est devenu un texte étudié dans les lycées. Les universitaires l'appellent « le témoignage des éléments ». Chaque exemplaire porte en exergue la phrase retrouvée sur la pierre. Le sang s'efface, mais le vent demeure.
Certains chercheurs pensent que la citation est apocryphe, mais pour les Martiniquais, elle n'a pas besoin de preuves. Elle fait partie de l'air qu'ils respirent. Une rumeur raconte que Gabriel, le soir de sa mort, aurait demandé qu'on disperse ses cendres sur la colline. Son fils, encore enfant, aurait entendu un dernier souffle quand l'urne s'ouvrit, un soupir long et doux qui aurait fait plier les herbes comme si la terre saluait. Aujourd'hui encore, les tempêtes frappent parfois les côtes du nord. Quand elles arrivent, les marins disent « ce n'est pas le cyclone, c'est le vent des ancêtres ». Et dans les foyers, on ferme les fenêtres, non par peur, mais par respect. Les familles déposent un peu de rhum et un morceau de sucre sur le rebord des portes. On entend alors un souffle glisser entre les murs, comme un soupir satisfait. Puis la maison redevient calme. Sur la pierre commémorative, le texte gravé a été rongé par la pluie. Mais on peut encore lire, dans les éclats de lumière du matin, « Au 47 de Saint-Jacques, leur souffle vit dans le vent. » Et les passants, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, s'arrêtent parfois. Ils ne comprennent pas tout. Mais ils sentent quelque chose, un frisson sur la peau, un goût de sel dans la bouche. Alors, sans savoir pourquoi, ils lèvent la tête. Le vent joue dans leurs cheveux, glisse sur leur visage. Et à ce moment précis, les morts et les vivants respirent ensemble. Parce qu'au fond, l'histoire de Saint-Jacques n'est pas celle d'un massacre, ni d'une vengeance, c'est celle d'un souffle, celui d'hommes et de femmes qu'on avait voulu réduire au silence et qui ont choisi de devenir le vent. Et tant que ce vent soufflera, tant qu'une voix, quelque part, chuchotera leur nom, le monde se souviendra que la liberté n'a jamais eu de tombe. Le sang s'efface, le vent demeure. Et dans ce vent, ils vivent encore.